Bonjour à tous. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà parce que j'avais animé précédent webinaire sur la dénutrition. Donc, en tout cas, je suis très content de tous vous retrouver, surtout pour cette étape particulièrement importante de cette photo intermédiaire. Donc, je vais essayer de vous aider à vous donner tous les outils pour évaluer le statut nutritionnel des résidents en EHPAD, mais surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions en ligne et donc j'essaierai d'y répondre à la fin avec votre aide. Alors, pourquoi il y a vraiment un enjeu particulièrement important en ce moment sur l'évaluation nutritionnelle de vos résidents en EHPAD? Donc, il faut savoir qu'il y a eu un impact du Covid-19 sur le statut nutritionnel des résidents très important. Parce que ça a menacé l'équilibre nutritionnel des résidents touchés par l'infection, que ce soit à la phase aiguë et à la convalescence. En particulier, ils étaient encore plus à risque s'ils étaient au départ, avant d'avoir été touchés par le Covid-19, obèses ou dénutris. 2, il faut savoir, et vous l'avez vécu lui-même, que le confinement en lui-même a entraîné une fragilisation des résidents. Il y en a beaucoup qui ont fait des décompensations de leur pathologie chronique. Ils ont beaucoup moins marché, etc. Il y a une diminution de la mobilité, moindre disponibilité des aidants et un isolement social et affectif qui a fait certains ont eu des syndromes de glissement, etc., etc. Et donc, vous avez observé, je pense, chez certains de vos résidents qui n'étaient pas atteints par le Covid, des problèmes de dénutrition, ou des gens qui sont devenus, ou des personnes qui sont devenues à risque de dénutrition juste par le confinement lui-même. Et donc, comme on sait en plus de ça que la dénutrition a une valeur pronostique péjorative hors Covid, on se doute bien qu'elle doit être prévenue et à défaut dépistée et surtout prise en charge précocement dans le cas de l'infection Covid. Donc aujourd'hui, il y a 500 EHPAD environ qui ont participé à la première photo. Vous vous doutez bien qu'à la photo intermédiaire, on a une population qui a pu, pour une partie d'entre elles, changer. C'est-à-dire soit parce qu'il y a eu des décès, entre guillemets, de façon usuelle dans certains de vos EHPAD, mais il y a d'autres EHPAD où il y a eu des décès dus au Covid, en particulier dans les régions Grand Est et toute la région parisienne, entre autres. Et aussi, il y a toute une partie de la population que vous avez encore en EHPAD, mais qui a été fragilisée par toute cette période. Donc, surtout, c'est un message que je vais vous dire en début et que je vous redirai à la fin. Il ne faut surtout pas que vous soyez choqués ou très étonnés, etc. Si finalement votre évaluation nutritionnelle que l'on va faire, qui va commencer dans quelques jours et vous avez donc plusieurs semaines pour la faire, si finalement le résultat n'est pas très favorable en comparaison de la première photo nutritionnelle. On a tous vécu le Covid et donc ce n'est pas étonnant finalement que la population telle que vous l'avez aujourd'hui, elle est plus fragilisée que la dernière photo. Donc ça, c'est un message important. Ça veut dire que, bien sûr, on va regarder le delta entre la première photo et la photo intermédiaire, mais peut-être que finalement, on fera un focus à la fin, quand on sera à l'interprétation finale, sur l'évolution de votre population en EHPAD entre la photo intermédiaire et la photo de juin, puisque la population a changé. Donc, on va revoir ensemble comment on va évaluer. Excusez-moi, là, je reviens sur le statut nutritionnel des résidents. Donc, en cette période de reprise de la circulation virale Covid-19 plus grippe, j'insiste aussi sur la grippe et l'importance du vaccin, puisque la campagne de vaccination vient de démarrer, et donc c'est particulièrement important que vos résidents soient vaccinés. Donc, c'est particulièrement important d'avoir une surveillance nutritionnelle rapprochée, de lutter contre la dénutrition, une prise en charge précoce, et c'est tout l'intérêt de faire votre photo de façon très complète, exhaustive. Et bien sûr, je n'en reparlerai pas au cours de ce webinaire. À partir du moment où on parle de dénutrition, il faut aussi systématiquement l'associer à une mobilisation physique qui est indispensable. Donc, il y a certaines fiches ou certains documents
qu'on va aussi vous mettre à disposition concernant tout ce qui est prévention de la dénutrition post-Covid. Et il y aura même un séminaire dans un mois sur lequel je reviendrai à la fin, qui sera consacré à la prise en charge de la dénutrition des résidents Covid et qui sera fait par vraiment l'expert qui a été sollicité par l'ARS pour écrire tout un document que vous avez aussi, auquel vous avez accès. Le professeur Agathe Reynaud-Simon animera ce webinaire et moi je serai là aussi pour lui poser des questions et co-animer avec elle. Mais c'est elle qui présentera principalement ce webinaire. Donc, ça sera très important pour vous d'y assister. Donc, à votre disposition, vous avez aussi un webinaire que j'ai fait donc, tout au début de Maison Gourmande et Responsables, qui s'appelle Nutrition, dénutrition de la personne âgée. Donc, vous y avez accès dans les outils. Hein, c'est un webinaire qui est en libre accès, que vous pouvez regarder en équipe. Ça peut être intéressant pour votre copine Maison Gourmande et Responsables. Il y en a un autre aussi que j'ai animé qui s'appelle Maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, troubles du comportement alimentaire et risque de dénutrition. Donc, c'est un autre webinaire que vous avez à votre disposition avec aussi tous les diaporamas. Voilà, donc si on retourne plus spécifiquement sur notre évaluation nutritionnelle que vous allez devoir commencer dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent en tout cas. Donc, concernant les critères de la dénutrition, on reste toujours sur les critères HAS de 2017, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de critères absolus ou de gold standard en dehors de cela. Donc, la dénutrition, le diagnostic est retenu si on retrouve un ou plusieurs des critères suivants: perte de poids supérieure à 5% en un mois ou 10% en 6 mois, un IMC inférieur ou égal à 21, et je reviendrai après sur l'IMC, ne vous inquiétez pas, une albuminémie inférieure à 35 ou un MNA global inférieur à 17. Concernant la dénutrition sévère, donc bien sûr les critères sont plus drastiques, il faut retrouver un ou plusieurs des critères suivants: perte de poids supérieure ou égale à 10% en un mois ou 15% en 6 mois, IMC inférieur à 18, albuminémie inférieure à 30. Donc, ces critères, vous les retrouvez sur ce tableau. Vous, dans la photo intermédiaire, on vous demandera juste le nombre de résidents dénutris de façon générale et de dénutris sévères. Mais bien sûr, en faisant le delta, on déduira aussi vos nombres de dénutris modérés. Vous voyez qu'on n'a pas gardé le MNA dans MGR, ça fait bien sûr partie des critères HAS, mais nous, on ne l'a pas gardé pour pouvoir avoir, comment dire, le statut nutritionnel plus finement au niveau de vos résidents, c'est-à-dire savoir s'ils sont modérés ou sévères. Alors, dans nos critères, nous avons bien sûr la pesée. La pesée est excessivement importante, donc vous pouvez utiliser tous les matériaux, bien sûr, à votre disposition pour la peser. Mais la pesée en soi, elle est intéressante que pour le suivi du poids, et en particulier le pourcentage de perte de poids tel qu'on vient de le voir dans les critères HAS. Bien sûr, vous connaissez les recommandations, puisque vous le faites très bien. On avait vu d'ailleurs lors de la première photo que c'était fait dans plus de 91% des établissements effectuaient très bien cette pesée. Donc, je suis sûr qu'à la deuxième, on va être à 100% maintenant. Il faut aussi se rappeler que si vous avez des dénutris sévères, il ne faut pas hésiter à les peser un peu plus souvent, voire tous les 15 jours si vous avez le temps, surtout en ce moment de période de recirculation virale, mais si vous avez le temps, pour pouvoir surveiller que les plans d'action qui sont mis en place sont efficaces. Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la balance doit être adaptée à l'autonomie du patient. C'est pour ça donc, que je vous ai montré aussi certains modules de pesée qui existent, que vous connaissez très bien. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle doit être révisée régulièrement, c'est-à-dire qu'on appelle tarer la balance. Il ne faut pas hésiter à voir donc, avec vos prestataires s'ils peuvent venir réétalonner la balance si vous avez des doutes. La mesure, si possible, elle doit être faite à la même heure et dans les mêmes conditions. Et bien sûr, après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, et j'espère le plus possible, qui ont la possibilité d'avoir la réalisation d'une courbe de poids directe de façon informatique. Ce qui est important, c'est le suivi, bien sûr, le suivi à 1 mois, le suivi à 6 mois, suivant les critères HAS. Ce qui doit de toute façon vous alerter, vous, quand vous regardez un poids, c'est qu'à partir du moment où il y a une perte de 2 kg, là, vous dites « Ah, il y a un problème ».
Alors, l'IMC, qu'est-ce que c'est l'IMC? C'est l'indice de masse corporelle. C'est le rapport entre le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Donc nous, on ne vous demande pas d'aller chercher, d'aller essayer de toiser, de lever, de prendre des critères très compliqués. On vous demande juste, et vous l'avez très bien fait pour la première photo, de prendre la taille. Ah, je me suis trompée, excusez-moi, sur photo, je le corrigerai après. Bien sûr, de prendre la taille sur la carte d'identité. Prendre la taille sur la carte d'identité. Voilà, donc c'est simple. Donc, vous avez le poids, vous avez la taille de la carte d'identité et on en déduit un IMC. Donc, comme tous les critères, ils ont tous leurs limites. Alors, les limites pour le diagnostic de la dénutrition de l'IMC, il y a des faux positifs. C'est-à-dire que vous avez des petites dames, vous connaissez bien, qui arrivent en EHPAD, qui sont très autonomes, qui ont une maigreur constitutionnelle. Vous dites, oh là là, elle est vraiment très maigre, elle doit être dénutrie. Elle n'est pas du tout dénutrie, mais elle a toujours été avec un statut d'une maigreur constitutionnelle. Vous savez, les petites dames c'est souvent des petites dames un peu avec un profil assez sec. Et donc, ça existe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire que l'IMC peut vous donner, en effet, être en faveur d'une dénutrition alors qu'elle n'est pas. Faux négatif, que vous connaissez bien, parce que je vous ai quand même beaucoup sensibilisé à ce problème-là, c'est celui des obèses dénutris. Ce n'est pas parce qu'on est obèse, eux, ils vont avoir du coup un IMC qui va être supérieur à 30, ce n'est pas parce qu'on est obèse qu'on n'a pas le droit d'être dénutri. Donc, surtout, il faut toujours rechercher une dénutrition par d'autres critères, et en particulier le poids, voire donc des critères biologiques dont on va parler juste après, comme l'albumine, pour vérifier que vos obèses ne sont pas dénutris. Pourquoi c'est important? Parce que l'obèse, déjà, en général, il risque d'avoir une diminution de la mobilité due à son poids. Si en plus, il a une dénutrition qui se surajoute, ça va favoriser la sarcopénie, cela va favoriser la perte en particulier de la force, à la fois de la masse et de la force musculaire, et ça va encore plus impacter son autonomie. Donc, excessivement important de les détecter. Et puis, il y a un autre facteur qui peut aussi limiter la valeur de l'IMC, c'est la présence d'œdème, qui peut limiter le diagnostic de dénutrition avec l'IMC, en particulier, donc c'est les personnes qui ont des œdèmes dans des insuffisances cardiaques, etc. etc. Dans notre photo, ça avait été fait à la première photo, on va le refaire dans la photo intermédiaire. Bien sûr, on va rechercher, pour la raison que je viens de vous expliquer, les sujets obèses. Et donc, on va avoir une photo aussi de combien vous avez de résidents obèses. Et ce qui est retenu, donc, c'est un IMC supérieur ou égal à 30. Donc, vous allez me dire, nous n'avons pas la carte d'identité du résident. C'est vrai que ça m'est arrivé sur des EHPAD. Il y a une carte d'identité. Voilà. Comment on fait pour obtenir la taille? Alors, la mesure de la taille, elle est indispensable pour le calcul de l'IMC. Donc, vous devez regarder dans ce cas-là sur les documents disponibles. Et moi, ça m'est arrivé souvent de trouver la taille dans un dossier, soit dans le dossier d'admission, parce que la famille, ou je ne sais pas, la dame vous l'a dit, si elle a toutes ses fonctions cognitives, bien sûr. Soit souvent, on peut retrouver aussi sur les comptes rendus d'hospitalisation, enfin, sur tout document que vous avez à votre disposition. Et puis vraiment, alors si vous ne trouvez rien et que le résident peut se tenir debout, à ce moment-là, vous utilisez une toise si vous en avez une. Et puis vraiment, en dernier lieu, si station debout impossible ou si fausse importante, vous pouvez utiliser la formule de Chomla qui va extrapoler la taille du sujet âgé à partir de la distance talon-genou. Donc il faut avoir une toise particulière pour pouvoir utiliser donc, cet index de Chomla, pour lequel, vous voyez, il y a toutes des règles qui permettent de calculer, entre guillemets, d'estimer la taille à partir de la hauteur talon-genou. Passons, donc nous avons donc parlé du poids, donc excessivement important. Là, logiquement, on doit avoir 100% d'EHPAD qui vraiment pèsent leurs résidents tous les mois. Nous avons parlé de l'IMC, donc là on devrait avoir 100% de critères qui sont remplis pour le poids et pour l'IMC. Et nous parlons aussi maintenant de l'albumine. L'albumine, qu'est-ce que c'est? C'est la protéine nutritionnelle la plus utilisée pour le diagnostic biologique de la dénutrition. Donc souvent, on la couple à un dosage de la CRP pour vérifier s'il y a une inflammation en même temps. Donc les valeurs de référence, donc pour un sujet normal, enfin qu'il n'y a pas de problème de dénutrition, c'est entre 35 et 50.
Et il y a une méthode de référence, c'est la néphélémétrie. Donc, comme je vous l'ai dit, en général, ça s'interprète en fonction du niveau de CRP, donc la protéine de l'inflammation, mais il peut y avoir d'autres causes aussi qui rendent, comment dire, qui ont des limites, qui rendent limite l'interprétation de l'albumine. Donc, il faut une utilisation prudente dans quel cas? Alors, en particulier, vous voyez, je vous ai mis, l'albumine peut être abaissée s'il y a une inflammation, s'il y a une insuffisance hépatique, s'il y a un syndrome néphrotique, s'il y a une gastro-entéropathie exudative, des brûlures étendues, une hémodilution. L'autre limite, on peut avoir une albumine augmentée, en particulier en cas d'hémoconcentration. Parce que je pense que la perfusion d'albumine, on n'en avait pas beaucoup en EHPAD. Donc, l'albumine a quand même un intérêt. En particulier, c'est un critère qui permet d'avoir une idée d'une dénutrition chronique et surtout qu'il y a une grande valeur pronostique. Donc, ce qu'on peut aussi, c'est la corriger s'il existe une inflammation, s'il existe un syndrome inflammatoire concomitant, et donc on peut utiliser en particulier le logiciel de MediCalcul. Est-ce que vous devez la corriger dans tous les cas? Non, si l'albumine était supérieure à 35, vous n'allez pas vous embêter. Et puis non, si l'albumine est basse avec une CRP inférieure à 10, et non si elle est basse. Et puis il y a seulement dans le cas où vous avez une albumine qui est vraiment basse, vous soupçonnez une dénutrition, et avec une CRP très élevée, ça peut être intéressant parce que ça permet de modérer en effet le degré de dénutrition. Donc, je vous ai remis là une diapositive qui vous montre en effet que l'albuminémie, donc les critères de l'albumine. Vous pouvez aussi, parce qu'il y a certains médecins traitants qui peuvent prescrire plutôt que l'albumine, une préalbumine qui a une demi-vie plus courte, donc qui donne une idée de la dénutrition sur une période plus récente. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc, on prend l'albumine ou la préalbumine, et puis je vous ai remis en effet tous les critères sur aussi la CRP. Voilà. En pratique, il y a une spécificité lors de cette deuxième photo qui découle de tout l'épisode Covid et du confinement. C'est-à-dire qu'on va regarder deux populations dans cette deuxième évaluation nutritionnelle. On va regarder la population, les résidents qui étaient déjà présents lors du premier autodiagnostic. Et on va regarder aussi ceux qui sont arrivés après le premier autodiagnostic. Donc, il va y avoir deux populations sur lesquelles on va vraiment faire un focus et ça sera très important pour l'interprétation aussi des résultats. Donc, ce qui est particulièrement important, c'est comment vous allez vous organiser. Vous l'avez vécu pour 99% d'entre vous, lors de la première photo, il va falloir s'organiser, faire un planning pour être sûr de l'organisation des pesées, que personne ne passe au travers des pesées. Et bien sûr, il faut que quelqu'un ait un œil averti pour revoir les poids aberrants et refaire peser. Hein, parce que c'est sûr que si vous récupérez un poids avec le fauteuil et que le fauteuil n'est pas déduit, si il y a un poids qui vous semble aberrant parce que tout d'un coup, il y a plus 8 kg, moins 8 kg, etc. en un mois. Non, là, il faut vraiment revoir les poids et pas hésiter à refaire une pesée. Vous allez récupérer les tailles manquantes. Logiquement, donc, ça va être essentiellement sur la nouvelle population qui est arrivée dans votre établissement depuis le premier autodiagnostic. Et comme je vous l'ai dit, surtout, voilà, on ne vous demande pas d'aller de perdre énormément de temps là-dessus. Vous prenez la carte d'identité, la taille de la carte d'identité pour calculer l'IMC. Et j'espère pour vous que la plupart de vos logiciels de soins vous permettent d'avoir l'IMC en direct. Ce qui est important, c'est l'organisation des prélèvements biologiques. Il va falloir anticiper avec le laboratoire, parce que vous savez, surtout en ce moment, les laboratoires sont un peu débordés. Donc, et si possible, comme toujours, coupler avec un autre prélèvement. On est à une période où souvent les médecins traitants demandent des petits bilans, on est en période d'hiver, il y a eu le Covid, il y a eu le post-Covid, il y a peut-être de nouveau la deuxième vague qui est chez vous. Donc, vous couplez à un prélèvement, toujours en demandant albumine et CRP,
Et moi, en général, j'en profite toujours pour demander aussi, si vous êtes obligé de faire un prélèvement isolé, de faire une créate, surtout une clearance de la créatinine. Et ça vous permettra, ça vous sera très utile, surtout en période de grippe, d'avoir tous ces éléments pour pouvoir prescrire au mieux tous les médicaments dont il aura besoin. Donc, on a vu organisation des pesées, récupération des tailles, organisation des prélèvements biologiques, et puis surtout ce qui est aussi intéressant, si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être de nommer un ou deux référents pour piloter l'évaluation nutritionnelle, pour qu'eux puissent vraiment coordonner et être sûr qu'on ait la remontée de tous ces éléments en temps et en heure. Pourquoi en temps et en heure? Parce que il faut que donc cette évaluation nutritionnelle soit finalisée entre le 19 octobre et le 27 novembre, et que le 27 novembre, dernier quart, toutes les données soient rentrées. Alors, la question, le résident a fait un dosage d'albumine récent. Donc, s'il est fait dans les 2 mois, on le garde. Si vous vous posez la question, oui, j'ai un dosage d'albumine, mais il n'y a pas de CRP, est-ce que je dois refaire le dosage? C'est clair que si l'albumine est normale, ce n'est pas la peine de refaire un dosage, sauf si vraiment il y a eu un épisode intercurrent qui est arrivé depuis ce dosage. Par exemple, entre-temps, cette personne a contracté le Covid. Là, ça peut être intéressant, de toute façon, pour que vous preniez en charge son statut nutritionnel pendant le Covid, que vous ayez vraiment une idée de son statut nutritionnel le plus fiable. Donc ça, là, ça peut être intéressant. Et puis, si jamais, par contre, il a été fait il y a 2 mois et c'était dans le cadre d'un syndrome inflammatoire important, que ce soit donc une maladie infectieuse ou autre chose, ça peut être intéressant éventuellement de le refaire dans ce cas, mais dans tous les cas, la décision va être laissée à l'appréciation du médecin coordonnateur ou du médecin traitant. Voilà, parce que dans le seul risque que vous avez, s'il y avait un taux bas il y a 2 mois parce que la personne avait une maladie inflammatoire concomitante, vous risquez de surestimer un taux de nutrition dans votre établissement. Donc, ça peut valoir le coup aussi de le refaire. Mais bien sûr, la plupart de vos dosages que vous avez faits là récemment, vous allez les garder. Il n'est pas question de refaire un dosage d'albumine à quelqu'un qui a eu un dosage il y a 1 semaine, il y a 15 jours, etc. Sauf, je vous dis, cas particulier à voir avec votre médecin coordonnateur ou le médecin traitant. Tous les résidents, sans exception, doivent-ils être pesés ou prélevés? Non, il y a des cas suivants. Dans certains cas où vous n'y arriverez pas. S'il y a un refus catégorique du résident ou de sa famille ou de son tuteur, vous n'allez pas le forcer. En particulier, en général, pour le poids, vous y arrivez toujours, mais vous n'allez pas le prélever dans ces cas-là. Et puis, bien sûr, il y a un autre cas aussi où vous n'allez certainement pas embêter des résidents, c'est ceux qui sont en fin de vie avec une espérance de vie estimée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur à moins de 2 mois. Vous voyez, c'est des gens en général qui sont alités, pour lesquels de toute façon vous n'êtes que dans l'alimentation plaisir, s'il peut encore s'alimenter, et vous n'êtes pas du tout dans la prise en charge d'une dénutrition. Donc ces personnes-là, ce n'est pas la peine de les prendre en compte, vous allez juste nous dire si vous en avez dans votre photo nutritionnelle pour lequel vous avez des critères de nutrition, il faudra juste nous dire que vous avez pris des résidents en fin de vie en compte. Donc, vous avez fait la pesée, vous avez récupéré vos tailles, vous avez fait pour une grosse population vos prélèvements biologiques, vous avez toutes les données. Ce qui est important pour vous, c'est de vous réunir en copile, de faire une réunion spéciale des responsables, entre guillemets, de Maison Gourmande responsables sur votre établissement. Et c'est sûr que pour l'évaluation nutritionnelle, c'est surtout le soin qui est concerné. Il faut au moins qu'il y ait un jour le médecin coordonnateur, si vous en avez un, l'infirmière coordonnatrice, l'infirmière référente nutrition, les infirmières, l'AS référente, enfin toutes les personnes qui s'occupent plus spécifiquement de cette évaluation nutritionnelle, que vous puissiez regarder ensemble toutes ces données, échanger sur les résultats obtenus, sur la pertinence, les valeurs aberrantes, parce que vous en verrez, il y en a toujours, puis éventuellement donc refaire faire une pesée, etc., etc. Et bien sûr, là, vous allez reporter les résultats dans la photo intermédiaire, donc entre le 19 octobre et le 27 novembre.
Donc, je vais vous montrer sur cet écran comment se passe quand vous allez remplir votre autodiagnostic de cette photo intermédiaire. Donc, vous avez l'évaluation du statut nutritionnel de la population initiale. Donc, bien, on va vous poser la question, bien sûr, est-ce que la recherche et le suivi de la perte du poids sont au minimum mensuel? Donc, oui, non. Donc, c'est très important que vous répondiez à cette question. Ensuite, on va vous demander le nombre de résidents donc, présents en hébergement permanent lors du premier diagnostic et toujours présents dans cette deuxième évaluation. Donc, c'est ce que je vais vous parler de deux populations. Donc, on est là sur votre population initiale. D'accord ? Ensuite, on a le nombre ce qui nous intéresse aussi, c'est le nombre de résidents présents en hébergement permanent lors du premier diagnostic et qui ont quitté l'établissement. Donc, départ, décès. Donc, voilà. Parmi cette population des personnes qui sont présentes lors de la deuxième photo, on a besoin de savoir, pour faire une interprétation fine des résultats de votre établissement et au niveau national sur les 500 établissements, est-ce que parmi les résidents qui font partie de la photo intermédiaire, là, est-ce qu'il y a des résidents qui ont été touchés antérieurement donc, par la Covid-19 et qui sont actuellement guéris? Et deuxièmement, on a besoin de savoir aussi sur votre population qui fait partie de la deuxième photo, est-ce qu'il y en a actuellement qui sont suspects, par exemple, ils ont une symptomatologie et vous attendez le résultat du test RT-PCR, ou ils sont touchés par la Covid-19 parce qu'ils sont symptomatiques et donc ils ont la Covid-19, ou éventuellement, éventuellement c'est possible aussi que vous ayez des sérologies, des tests sérologiques pour lesquels vous faites des diagnostics de rattrapage et sur lesquels vous rattrapez les diagnostics de résidents qui ont contracté la Covid-19. Donc, c'est important pour nous d'avoir une idée quand même des personnes touchées par le Covid-19. Ensuite, toujours sur cette population, on aura le nombre de résidents obèses avec un IMC supérieur à 30, ça on en a déjà parlé. Et puis, le nombre de résidents ayant un dosage d'albumine ou de préalbumine récent, datant de moins de 2 mois, qui va vous aider à faire le diagnostic de dénutrition. Parce qu'on est d'accord, c'est au moins un des critères, je vous répète, perte de poids, les critères sur l'IMC ou les critères sur l'albumine. Nous, on en déduira que, voilà, pour nous, c'est important de savoir combien à peu près de résidents de votre EHPAD a eu un dosage d'albumine ou de préalbumine récent, donc datant de moins de 2 mois. Alors, sur cette population initiale, celle qui était présente donc, dès la première photo, on va vous demander le nombre total aussi de résidents présentant un statut de dénutrition selon les critères HAS. Et là, on parle de dénutrition totale, c'est-à-dire modérée plus sévère. Il n'y a pas de distinction là. Donc, vous verrez de toute façon, on vous montrera tout à l'heure, les critères sont bien explicités. Donc, il faudra qu'ils présentent au moins un des 3 critères dont je vous ai parlé antérieurement, soit sur le pourcentage de perte de poids, soit sur l'IMC, soit sur l'albumine. Ensuite, on vous demandera, parmi ces résidents dénutris, le nombre de résidents présentant une albumine, donc qui ont eu des critères sur l'albumine. D'accord ? Enfin, on regardera aussi parmi ces résidents qui sont dénutris, ceux qui ont une dénutrition sévère. Donc, on vous demandera de nous donner le nombre total de résidents selon les critères HAS que je vous ai présentés tout à l'heure. On vous demandera parmi ces résidents que vous avez diagnostiqués comme dénutris sévères, combien vous en avez qui ont eu un diagnostic d'albumine ou préalbumine qui vous a aidé à faire le diagnostic. D'accord ? Et puis, on vous demandera aussi, si jamais vous avez rentré donc, des personnes dénutries dans votre photo nutritionnelle, combien
de personnes parmi ces résidents qui présentent une dénutrition, donc en général sévère, hein, c'est le plus souvent le cas quand ils ont un pronostic vital engagé à 2 mois, combien vous en avez? C'est souvent des gens qui sont suivis en soins palliatifs et qui vont vous quitter dans les jours qui viennent et pour lesquels, de toute façon, la dénutrition est inéluctable. Donc, vous voyez, il y a tous ces critères qui sont à rentrer pour la population initiale qui était déjà là à la première photo. D'accord ? Et ces critères, je ne vais pas vous les redétailler, mais je vous montre en bas, vous allez aussi détailler ces critères pour la population arrivée après le premier autodiagnostic, c'est-à-dire vous entrant depuis le premier autodiagnostic, et ça nous aidera vraiment à faire une analyse beaucoup plus fine sur votre établissement et tenir compte du confinement et du Covid-19. Vous voyez par contre un détail sur lequel je reviens. Là, vous n'avez plus de pourcentage à calculer, ce sont que des nombres. Hein. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y avait des erreurs, on a vu la dernière fois sur les calculs de pourcentage. Donc c'est entre guillemets toute l'équipe MGR qui va faire derrière tous les calculs de pourcentage dont on aurait besoin, mais vous n'avez juste qu'à rentrer des nombres entiers de résidents. Enfin, la dernière partie à compléter, elle ressemble énormément donc, à celle de à la première photo, pardon. Donc, c'est tout ce qui concerne la prise en charge des résidents dénutris. Donc, quel est le type d'enrichissement que vous utilisez? Donc, le budget annuel en termes de CNO. Donc, en général, c'est l'IDEC qui connaît parfaitement ça, puisque ça fait partie donc, des dispositifs médicaux. Elle connaît très bien son budget en CNO au niveau annuel. On va vous demander le nombre d'unités commandées par an en CNO, en complément nutritionnel oral. On va vous demander le budget si vous utilisez des poudres de protéines qui sont identifiées dans les dispositifs médicaux. On va vous demander est-ce qu'il y a un budget enrichissement qui est dans l'alimentation cuisine? Est-ce qu'au niveau de la cuisine, ils ont identifié une colonne à part, on va dire, dans leur budget où ils mettent tout ce qui est enrichi, par exemple le lait, la poudre de lait, le crème, les œufs, etc. Tout ce qu'ils mettent en plus de leur alimentation usuelle pour enrichir à votre demande l'alimentation des résidents dénutris. Ou en prévention, ça peut être possible aussi. Donc, est-ce qu'il y a ce budget est identifié? C'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander aussi le nombre d'unités de compléments nutritionnels oral distribués par jour. Chaque jour, donc un jour donné, donc quand vous faites la photo, voilà, vous dites en général, voilà, le nombre de résidents, le nombre d'unités par contre qui sont distribuées, et puis on aura besoin aussi, bien sûr, du nombre de résidents qui prennent quotidiennement des CNO. Ça nous permettra d'avoir vraiment une photo assez fine de la prise en charge de vos résidents dénutris. Mais enfin, les CNO, comme vous le savez, ce n'est pas forcément ce qui est préconisé en permanence, mais surtout, j'espère que vous faites une bonne alimentation de type maison, enrichie en particulier en protéines et en calories. Et donc, on va vous demander le nombre de résidents qui ont un régime hyperprotéique, hypercalorique, enrichi maison, c'est-à-dire on ne tient pas compte des CNO, on veut juste savoir est-ce qu'il y en a qui ont une alimentation enrichie. Et bien sûr, vous avez le droit d'avoir des résidents qui ont à la fois une alimentation enrichie de type maison, mais aussi qui peuvent avoir quelquefois des CNO en plus. Donc on peut avoir, là vous mettez tous les résidents qui ont un régime HPHC. Et après, on vous demandera de détailler, est-ce que c'est du potage enrichi maison en protéines et en calories, et est-ce que vous faites quelque chose en plus du potage, une alimentation enrichie maison hors potage? Voilà, donc pour ma partie après, ce qui est important, c'est de voir la liste aussi des outils disponibles pour vous aider. Et là, je laisse la main à Marion qui va vous montrer comment y accéder, quels sont les outils. Alors, bonjour à tous. Oui, comme vous avez vu sur le diaporama, je ne vais pas vous le repartager, mais en gros, vous avez du coup accès
hop, attendez, je vous partage l'écran. Accès sur les ressources à beaucoup de données sur la dénutrition. Je vous ai listé les principales et sur le PowerPoint, vous aurez les liens directement pour y aller. Mais sinon, sachez voilà, que sur la plateforme Maison Gourmande des Responsables, vous avez les ressources où vous pouvez très bien faire un tri en cochant la dénutrition et vous aurez du coup accès vraiment à toutes les notices, les recommandations et les préventions aussi, notamment sur le Covid. Je vous en ai sorti quelques-unes, notamment la fiche prévention des nutritions post-Covid de l'ARS qui est très bien faite et qui va à l'essentiel. Et également les recommandations en période de déconfinement qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc tout ça est en ligne sur la plateforme avec des retours et des bonnes pratiques. Marion, est-ce que tu peux aller juste à la fin du document de l'ARS pour montrer aussi qu'il y a des recettes et des conseils qui sont très pratiques à l'autre document? Sur le déconfinement, tu veux dire? Ouais. Alors, hop. Donc là, il y a des recettes enrichies, en effet, qui sont un document qui fait 25 pages. Il y a des tableaux de grammage aussi qui peuvent être très utiles. Hop, je n'ai pas vérifié à quelle page c'était, mais en tout cas, voilà, il y a... Voilà, ça peut être très pratique pour vous. Il y a des tableaux de grammage, il y a plein de choses, etc. Et c'est vraiment un outil, c'est une bible qu'il faut avoir, surtout en ce moment avec la circulation de la deuxième vague, il faut l'avoir avec soi. Tu as un autre tableau qui montre des grammages aussi à un moment donné dans ce... Voilà, c'est au-dessus, en dessous. De toute façon, voilà, voyez, voilà, qui vous donne toutes les idées justement d'une portion, les calories, les protéines, etc., etc. Voilà. Ça peut aussi vous aider. Vous n'hésitez pas à vraiment regarder, l'imprimer et l'avoir dans votre bureau. Ça peut être très utile. Marion, je te laisse. Tu as bien fait de mettre l'accent sur les annexes. Il y en a vraiment beaucoup et elles sont vraiment très bien faits. Et vous pouvez les imprimer au cas par cas si besoin. Donc voilà, tout est disponible en lien direct sur le PowerPoint de la présentation ou sinon sur les ressources. Vous faites un petit tri des nutritions et vous pourrez les télécharger ici. Je voulais aussi vous montrer très rapidement l'outil, la photo intermédiaire Maison Gourmande et Responsable. Elle se présentera de la même façon que la dernière fois, avec les mêmes chapitres, hein, vous verrez. Donc l'alimentation et la dénutrition, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera présent au niveau du chapitre 4. Vous verrez à l'entête du chapitre, vous pouvez retrouver les liens essentiels, notamment qui remettent tous les critères HAS sur la fiche nutrition, également le lien vers le webinaire pour ceux qui ne l'ont pas vu aujourd'hui, et le lien vers la foire aux questions pour avoir, voilà, Laure a abordé 2-3 questions sur l'albuminémie, mais l'ensemble des questions que vous nous aviez posées lors de la première campagne se retrouve sur la foire aux questions dans la rubrique nutrition. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question en tout cas, à la consulter. Donc, vous verrez, c'est exactement les imprimes, enfin voilà, les écrans que vous avez vus, qu'on vous avait mis. Ce que je voulais vous montrer, c'était le fonctionnement de 2 petites choses. Quand vous avez un point d'interrogation, c'est que vous pouvez voir, en fait, on vous a remis, quand vous mettez la souris dessus, les critères HAS. Voilà, ils seront répétés à ce niveau-là. Si vous avez un petit doute, vous pourrez toujours y aller. Et également, les bulles rouges, en fait, ce sont des commentaires que vous pouvez ajouter voilà, à chaque question. Ces commentaires, c'est pour vous, puisque à la fin, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos résultats sous format PDF. Et donc, c'est pour vous en interne, si vous voulez vous dire, voilà, où je suis allée chercher telle information, ou si vous avez une remarque. C'est vraiment plutôt un bloc-notes pour vous. On n'analysera pas forcément le contenu de nous pour vous faire un retour. Mais c'est si jamais, voilà, c'est un référent, une autre personne qui le remplit la prochaine fois et que vous voulez laisser des notes, ça peut vous aider. Donc voilà les 2 petites astuces que je voulais vous montrer. Il y aura également la liste des questions sous format PDF à imprimer. Et dans cette liste de questions, contrairement à la dernière fois, vous n'aurez pas simplement la question, vous aurez également tout ce qui est un petit peu en italique. Donc, c'est un peu des aides au remplissage qui reprécisent certaines définitions, certaines choses. Comme ça, si vous travaillez plutôt sur papier, vous aurez ces précisions en direct, directement sur le papier. Voilà la petite aparté que je voulais faire par rapport à l'outil. Donc, voilà, si vous avez des questions pour Laure ou par rapport à l'outil, n'hésitez pas. Tu me redonnes la main? Je peux tout à fait. Voilà. Il n'y a pas eu de questions, en tout cas dans le chat. Donc, est-ce que vous en avez là? Si c'est le cas, vous pouvez décocher votre micro et la poser en direct.
En attendant que les gens posent des questions, j'insiste sur, il y a vraiment un webinaire qui va être particulièrement intéressant et important pour vous, puisque vous savez qu'on est en période de recirculation virale. Vous savez que nous, on va être dans le couvre-feu, surtout dans la région parisienne, et Marion aussi à Lyon. Lyonnaise aussi. Voilà, oui. Donc, Covid-19 et dénutrition en EHPAD. On a invité le professeur Renaud Simon, qui est vraiment une des plus grandes expertes en France de la dénutrition, qui est gériatre, qui a elle-même un service de gériatrie, donc qui connaît très bien le problème, qui faisait partie des experts qui ont participé donc, à la rédaction du document qu'on vous a montré sur déconfinement post-Covid et dénutrition. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions à ce moment-là au professeur Renaud Simon sur Covid-19 et dénutrition. Moi, je serai là aussi pour animer le débat avec elle, mais c'est essentiellement elle qui est vraiment la grande experte de ce sujet-là. Donc, vraiment marquez dans vos tablettes ce webinaire le mardi 17 novembre de 14h à 15h. Je pense que c'est très important qu'au niveau de votre copil nutrition, de votre copil, on veut dire MGR en général, mais surtout le copil, bien sûr, qui est plus axé peut-être sur la nutrition, vous puissiez y participer. Voilà. Ce webinaire va tomber également dans la semaine nationale de lutte contre la dénutrition qui aura lieu du 12 au 19 novembre cette année. Et à ce titre-là, vous recevrez une information prochainement, mais Maison Gourmande et Responsables va être partenaire déjà de cette semaine-là. Et grâce à ça, en fait, vous allez être d'emblée compté comme participant à cette semaine et vous pourrez du coup recevoir un kit de communication qui vous sera envoyé par courrier. Dedans, il y a une centaine de flyers qui expliquent c'est quoi la dénutrition, que vous pourrez utiliser soit sur la semaine de la dénutrition, soit plus tard dans l'année si vous voulez informer les familles, sensibiliser le personnel, les résidents. Vous aurez des flyers à disposition et probablement quelques badges. On est en train d'affiner un petit peu ce kit-là. Mais le fait de participer à Maison Gourmande et Responsables vous permet du coup de recevoir d'emblée ce kit-là dans vos boîtes. Voilà la deuxième précision, en effet, qui allait avec l'annonce du webinaire. Alors, on a une question qui vient d'arriver un peu de dernière minute. Alors, on nous demande, un résident en dénutrition sévère, bilan effectué, repas enrichissant en place, un suivi en place, quand fait-on une réévaluation de son état nutritionnel? Eh bien, il y a deux choses. Logiquement, en fonction de ce qui a été mis en place, j'ai l'impression que là, vous parlez d'un résident pour lequel vous avez déjà mis en place pas mal de choses. Il faut déjà réévaluer deux choses. Si vous parlez de son statut nutritionnel, c'est-à-dire vous allez évaluer est-ce qu'il est toujours dénutri modéré ou dénutri sévère. Donc vous allez bien sûr regarder son delta de poids, son IMC, et éventuellement, en particulier, s'il a une dénutrition sévère, ça sera intéressant de voir son albuminémie. Il faut savoir que pour que ça bouge, en tout cas au niveau de l'albumine, grosso modo, on dit globalement qu'il faut 2 mois, entre guillemets, de prise en charge efficace pour que l'albumine bouge. Par contre, sur un suivi, parce que vous avez besoin d'un suivi plus proche, parce que c'est quelqu'un qui est dénutri sévère, éventuellement, votre médecin traitant peut éventuellement préconiser de faire une préalbumine parce que la demi-vie est beaucoup plus courte. Ça vous permettra de surveiller si tout ce qui est mis en place est efficace pour lutter contre cette dénutrition. Vous allez surveiller son poids, mais ça, vous pouvez déjà le surveiller. Et si c'est un dénutri sévère, je vous l'ai dit, ça serait intéressant de le surveiller plus que tous les 15 jours, mais tous les mois. Et puis surtout, il y a quelque chose sur lequel j'avais beaucoup insisté. Vous allez aussi réévaluer si la consommation de votre résident, que ce soit au niveau de l'alimentation usuelle, mais aussi de ses enrichis, est tout à fait optimale. C'est-à-dire, est-ce qu'il consomme bien ses repas? Donc, vous avez des outils, dont un qui vous a été présenté tout à l'heure, qui existe sur Mobical, vous connaissez, vous regardez quelle est la consommation, est-ce qu'il mange un quart de son assiette, une demi-assiette, etc. Mais il faudra aussi, bien sûr, réévaluer si l'enrichi que vous avez mis en place est toujours d'actualité, parce qu'il a le droit de se lasser. Par exemple, si vous mettez par exemple en place un petit déjeuner enrichi avec un fromage blanc ou je ne sais quoi, etc., s'il ne veut plus de fromage blanc, il faudra trouver autre chose. Donc c'est très important parce que souvent on reste sur quelquefois le même enrichi longtemps et ça donne une lassitude. Donc il va falloir vraiment que vous réévaluez aussi la consommation réelle de l'enrichi et la consommation usuelle pour vous adapter à votre résident.
Donc, en tout cas, ça dépend, ce que je vous ai dit. Donc, globalement, quand on prend un résident dénutri un jour J, on voit qu'il est dénutri, on met en place plein de choses. Donc, vous réévaluez sur son poids, vous voyez qu'il ne perd plus de poids, donc au bout d'un mois, au bout de 15 jours, etc., selon son taux de dénutrition. Normalement, à 2 mois, vous pouvez refaire déjà une albuminémie pour voir en effet si ça a commencé à avoir un impact au niveau biologique ou éventuellement une préalbumine. Et éventuellement, vous regardez aussi l'IMC. C'est pour ça d'ailleurs que dans le général, quand on fait justement un plan d'action nutritionnel, vous voyez bien que là, on fait une photo en octobre-novembre et qu'on fera la photo finale que vers mai-juin pour pouvoir, bien sûr, que vous ayez le temps de mettre en place une prise en charge efficace. Eh bien, c'est parfait. Et du coup, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ce webinaire que vous retrouverez toujours en ligne sur la plateforme ressources si jamais vous voulez le diffuser à d'autres équipes ou à d'autres établissements qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez tout à fait le retrouver en ligne. Et puis, quant à nous, on vous dit rendez-vous lundi pour avoir du coup vos liens d'accès sur cet autodiagnostic. Et si vous avez les moindres questions, faites remonter par votre chargé de mission et on y répondra dès que possible. Merci à vous. Merci beaucoup et bon courage. Au revoir à tout le monde.